Vous êtes enfermé, c'est trop tard. Ok, bien le bonjour et merci de participer à cette session sur les API et Data Catalog. Donc, si vous voulez apprendre sur les API, c'est le mauvais endroit. Je ne vais pas parler de développement d'API. Mais par contre, je vais parler de documentation d'API dans un Data Catalog et les deux stratégies principales, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient fonctionnelles, ou voire même les deux. Donc, chez Data Galaxy, qu'est-ce qu'on fait? On est éditeur de solutions Data Catalog et on a pour vocation à ce qu'on amène les data to the people. Donc, c'est-à-dire comment on va partager un maximum d'informations sur les actifs de la donnée de l'entreprise au plus grand nombre dans l'entreprise. Et briser ce silo qui peut encore exister, d'abord entre l'IT et les métiers, où généralement on se disait ouais, c'est de la data, c'est l'IT qui s'en occupe. Non, aujourd'hui, le paradigme il a changé. Les métiers, et en tout cas le business, est responsable de la data gouvernance et du data catalog. C'est leur responsabilité parce que c'est les métiers qui ont la connaissance opérationnelle. Évidemment, l'IT reste parce que l'IT a accès au système et doit faciliter la documentation du contenu du data catalog. Je suis Laurent Dress, donc évangéliste chez Data Galaxy. Évangéliste, ça veut dire quoi? Je prêche la bonne parole sur le data catalog, sur la data gouvernance, avec mes prospects, avec mes clients, avec la communauté, dans des salons comme aujourd'hui par exemple, et d'expliquer c'est quoi les grands concepts autour du data catalog avec la communauté. Data Galaxy, on est une boîte qui a été fondée à Lyon en 2015 par deux pauvres consultants BI qui ne s'y retrouvaient pas dans les jeux de données qu'ils avaient à disposition. Je pense qu'ils étaient chez Enedis à ce moment-là, ils travaillaient sur Linky. Et ils se sont dit, mais comment on va pouvoir développer une plateforme qui va nous aider? Après, ils ont eu l'idée sublime de se dire, on va en faire un produit commercial et on va mettre sur le marché. On est 55 employés, on a à peu près 85 clients. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, on était 15 et 15 clients. Donc, sur 3 ans, on a quand même pas mal grandi parce qu'on se positionne sur un marché de la data gouvernance qui est très concurrentiel. Hein, nos concurrents de Zinea sont là, enfin, c'est très bien. On doit garder ce contact aussi, c'est hyper important. Mais on a défini, nous, notre vision sur comment on apporte de la valeur au métier, en fait, et pas uniquement à l'IT. Parce que la problématique, ça va être l'ouverture du contenu de la donnée à l'entreprise. Je vais essayer de me mettre sur la caméra. Donc, chez Data Galaxy, on a une vision assez simple du data catalog. Elle va être sur 2 axes. Elle va être la maturité patrimoniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez un data catalog performant, il faut pouvoir documenter le patrimoine technique de votre entreprise. Tous les systèmes, qui soient archaïques comme de l'Oracle ou du mainframe, qui soient nouvelles technologies avec du data lake, du data mesh, et ainsi de suite, tout ce qui est technique doit se retrouver dans votre data catalog. Alors tout, pas forcément, mais en tout cas une partie qui fait sens à l'organisation. Et ça devient votre socle. Et ensuite, vous allez travailler sur l'humain. Comment vous allez augmenter votre maturité culturelle autour de la donnée dans l'entreprise. Et c'est hyper important d'axer toute cette démarche sur l'humain, parce que la connaissance, elle est dans la tête des humains. En fait. La connaissance technique, vous scannez une base, vous récupérez la métadonnée, ok, c'est fini. Mais l'utilisation, la définition, la classification, elle est dans l'esprit des gens qui l'utilisent au quotidien. Et donc, pour nous, il est important de devoir adresser ces 2 axes pour avoir une initiative qui se déroule avec succès. Et donc, si on reprend ces 2 axes, mais qu'on regarde en médian, si vous êtes tout en bas ici, vous êtes quelque part autour de l'anarchie. Soit vous n'avez rien du tout. Moi, j'ai un client qui m'a dit, moi, je suis ici à peu près. Vous n'avez rien du tout. Soit vous avez, au sein de divers lignes métiers, départements et ainsi de suite, des fichiers Excel, un intranet, peut-être un document Word qui était des anciennes specs d'une migration, et c'est très cloisonné. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, inventorier, cartographier, gérer et atteindre un graal de data gouvernance 2.0, et surtout revenir à la case départ, parce que si vous voulez une approche d'amélioration continue, il faut chaque fois se reposer la question.
Et quand je parle avec des prospects, avec des clients, comme je suis belge et que j'ai la science infuse et une boule de cristal, je sais chaque fois exactement où les positionner sur cette matrice. Là. Et là, pourquoi simplement parce que je rends compte sur toute notre base clients et prospects, quand on parle ensemble, bah, ils ont déjà pris conscience de l'importance de la gestion de la donnée, de la catégorisation, classification, et ils cherchent une solution collaborative de data catalog. Donc, on se trouve plus ou moins là. Mais après, si vous êtes ici, c'est pas grave, on vous aidera à aller là-bas. C'est partie de nos responsabilités. Donc, Data Galaxy, qu'est-ce qu'on fournit on fournit un Data Catalog 360. On reviendra sur l'aspect 360 un petit peu plus tard, parce qu'on va pouvoir arriver par n'importe quel point d'entrée dans l'outil et avoir une vision globale des éléments de données. On va vous fournir 4 modules. Un module de glossaire métier, donc la classification fonctionnelle de la donnée, de manière totalement agnostique de sa présence dans les systèmes ou de son utilisation d'un point de vue BI ou exploitation en général. Et c'est un axe hyper important. Deuxièmement, on va vous fournir un module de dictionnaire de données. Vous allez pouvoir classer, si vous vous souvenez, l'axe horizontal, le patrimoine, vous allez pouvoir inventorier votre patrimoine technique dans le module de dictionnaire. Ensuite, vous allez pouvoir classifier vos flux d'un point de vue ETL, et savoir comment la donnée voyage au sein de l'entreprise ou entre ces différents systèmes. Et enfin, vous allez avoir un dernier module aussi fonctionnel qui va être les usages, la classification de la donnée, l'inventaire des rapports, des datasets, des API, des algorithmes. Et donc, vous allez remplir ces 4 modules qui vont vous amener une partie de l'information, mais le plus important, ça va être la contextualisation, la mise en relation de ces éléments. Qui vont, et je vous montrerai dans la démo, qui vont générer la traçabilité de la donnée, le lignage de la donnée. Et pour nous, Data Galaxy, et je pense même pour beaucoup de clients, c'est ça la valeur ajoutée à l'organisation. C'est de comprendre d'où vient la donnée, comment elle est transformée, comment elle est impactée, et là où elle est exposée et utilisée. Et on parle de monde BI, mais ça pourrait être aussi de monde open data. Quel type de données j'expose sur le marché? Est-ce qu'il n'y a pas de la donnée confidentielle qui risque de se retrouver? Et donc, ça va supporter différents cas d'usage dans l'entreprise. Bon, le client, je vous remettrai le slide après si vous voulez capturer. Alors, on va passer sur la plateforme, on va parler API. Donc, vous trouvez sur la plateforme Data Galaxy. Aujourd'hui, les API, en fait, elles permettent d'interconnecter des milliers de systèmes. Et moi je vois chez certains de nos clients, ils n'utilisent même pas les connecteurs natifs qu'on peut leur fournir, ils développent leur moulinette API et vont scanner l'information partout et ils la rapatrient après dans Data Galaxy. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire des choix stratégiques d'implémentation. Est-ce que vous documentez des API d'une manière uniquement technique ou est-ce que vous documentez des API de manière fonctionnelle pour que les métiers, par exemple, s'ils veulent créer un jeu de données, ben, ils peuvent utiliser cette API, ou voire même si vous mettez à disposition ces API dans le monde extérieur, et on avait un cas d'usage avec un client, un fabricant français de tuyaux, qui en fait mettait à disposition toute une librairie d'API à ses clients et à ses fournisseurs pour interroger les stocks, pour interroger les commandes, pour interroger. Donc, il faut maîtriser cette information parce qu'il ne faut pas que ça aille taper dans une mauvaise base, par exemple. Donc, comment on fait ça chez Data Galaxy? Chez Data Galaxy, on va faire une première chose. On va utiliser notre connecteur, boom, client, léger, qui vient se positionner hop, sur un environnement, peu importe l'environnement, et qui va aller récupérer un schéma JSON de l'API. Donc, si vous avez des Swagger, par exemple, le schéma, on va le récupérer, soit en ligne, soit en local. Donc, vous voyez ici, par exemple, que j'ai un schéma. Bon.
À partir de ce schéma, je vais le pousser dans Data Galaxy via nos API pour le documenter. C'est là qu'on va voir s'il y a un effet démo ou pas. Okay. On va créer une nouvelle source qui va s'appeler Talent Data. Et on va pousser. Donc, je vous fais du temps réel. Bam. Il m'a chargé l'info. Je vais récupérer effectivement mon JSON dans Data Galaxy. On va prendre par exemple account. Bam. Et en fait, je récupère les informations de ce schéma JSON que je documente dans mon dictionnaire avec, alors, il y a des stratégies. Est-ce que je prends toutes les réponses? Est-ce que je prends que les réponses positives? Voilà. Mais je vois surtout quels sont les types de données que je vais requêter avec mon API. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ça, pour moi, ça n'aide pas les métiers, en fait. C'est du technique, on est au milieu du dictionnaire, on est perdu dans toutes les autres bases du système. Vous voyez, j'ai du DB2, du Snowflake, de l'Informatica et ainsi de suite. Je dis en passant qu'on a rapatrié avec les connecteurs natifs Data Galaxy. Mais je vais plutôt aller dans mon module d'usage, redocumenter, mais de manière beaucoup plus succincte, les API. En fait, vous voyez ici, je documente une librairie d'API d'un point de vue fonctionnel. J'ai une API client. Enfin, j'ai des API clients. Dans une API client qui fait du customer claim, ben, voilà, tous les champs que je récupère. Et ça va servir à quoi? Ça va servir, à permettre au métier, dans l'organisation, s'il cherche un champ spécifique, de se dire, ah ben oui, le Customer ID, en fait, je ne dois pas trop me casser la tête, il est disponible dans une API, j'utilise l'API et je récupère le champ. Ça peut être la même chose pour des data scientists qui veulent créer un jeu de données. Ben, on ne va pas favoriser la prolifération des jeux de données dans l'entreprise, on va utiliser ce qui existe déjà. En fait, à travers la recherche, on va récupérer ce champ et on va pouvoir utiliser l'API. Et ensuite, d'un point de vue traçabilité, je vais mettre en relation cette API technique, avec une description fonctionnelle, avec les éléments métiers qui sont à disposition dans mon glossaire, pour que chacun puisse comprendre de manière efficace un Customer ID, c'est quoi, ou un Customer Segment, donc une définition. Et ensuite, je mets en relation ces éléments. Un peu petit, je vais agrandir. Je mets en relation tous ces éléments pour dire, moi, utilisateur métier, je veux comprendre mon API d'un point de vue fonctionnel. Elle utilise tous ces éléments à disposition dans mon glossaire. Mais en fait, techniquement, cette API fonctionnelle, elle appelle l'API que j'ai chargée tout à l'heure. Et cette API, elle va taper dans un SAP, un MDM et un autre. Elle va récupérer l'information à ces endroits-là. Et donc, on a une vue de bout en bout de ces API. Un catalogue fonctionnel pour permettre à tout à chacun de la comprendre. Une traçabilité qui permet de comprendre d'où vient la donnée ou la source de données. Et aussi, après, une analyse d'impact. Si moi je décide de modifier cette colonne, ou pardon, celle-là, mais quel est l'impact dans mon organisation? Est-ce que je ne vais pas casser l'API parce que je vais modifier une colonne? Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de Data Catalog 360, on va pouvoir rentrer par du fonctionnel, on va pouvoir rentrer par un glossaire et une définition, on va pouvoir rentrer par des flux, on va pouvoir rentrer par des colonnes, et vous allez chaque fois récupérer une vision 360, ou en tout cas une vision à gauche et à droite des éléments qui composent vos API, et de comprendre l'impact que ça a. D'accord ? Là, je vais faire une pause de quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Pardon?
Chez nous, ça s'appelle le data lineage, lignage de la donnée, la traçabilité, en fait. Voilà. Qui est l'aspect, un des aspects les plus importants d'un data catalogue, parce que ça va nourrir des besoins fonctionnels métiers, ça va nourrir des besoins techniques, ça va permettre à des développeurs de comprendre d'où vient la donnée. C'est un ensemble, en fait. Okay. Quand vous remplissez les différents éléments de manière individuelle, vous servez une sous-population de l'entreprise. Alors que cette vue globale va servir beaucoup plus de personnes. Ah, pardon. Oui. J'ai pris la thématique API. Ça peut être aussi... Je ne sais pas s'il y en a qui sont du monde de l'assurance et qui sont familiers avec Solvency 2, donc Solvency 2, c'est une réglementation sur les couvertures des indemnités potentielles des entreprises, c'est-à-dire que la société d'assurance doit avoir en cash potentiellement tous les acteurs auxquels elles sont engagées dans les contrats avec les clients. Et ce matin, je faisais une conférence justement sur santé, prévoyance et assurance. Et donc là, on va prendre l'exemple, en fait, d'un QRT. Donc, QRT, c'est un des rapports Solvency 2. On va avoir la même traçabilité de ce rapport avec un applicatif de consolidation qui s'appelle Tagetic, c'est une plateforme assez connue dans le monde de l'assurance. Mais cette plateforme, en fait, elle va rechercher dans les différentes régions de l'entreprise, ou différentes entités, ou différents pays, les fichiers sources pour alimenter ces rapports. Et les fichiers sources qui sont, en fait, ici, on voit des extractions. C'est un CSV ou c'est un fichier Excel que l'entité nous envoie. Et donc, on documente, en termes de traçabilité, tous les champs qui sont disponibles dans ce fichier Excel, ou CSV, et de se dire, si on va aller plus loin, la région, ici c'est la région Est, elle va dans un applicatif qui s'appelle K-Life. Et donc, on remonte jusque l'entité la plus lointaine pour avoir une traçabilité bout en bout. Quelquefois, c'est disponible, quelquefois, ce n'est pas disponible. Mais on peut autant documenter des API que des algorithmes, que des bases de données relationnelles, NoSQL, FileStore. Le format importe peu, quelque part. L'important, c'est la relation qui existe entre ces éléments et la valeur que vous affichez avec un lineage. Vous avez une question? Non, c'était moi. Mais... Ah, pardon. Je me posais la question, comment on faisait le lien avec le propriétaire de la donnée? Alors, comment on identifie le propriétaire de la donnée, qui est un aspect assez crucial de la bonne gouvernance et de la valeur d'un data catalogue? Notre démarche chez Data Galaxy, elle est... je vais prendre un terme métier qui est statut du client actif. Donc, on a ce concept de fiche objet dans Data Galaxy, qui est la contextualisation de cet élément de données. Donc, mon objet Active Client Flag, c'est un terme métier, en statut validé, avec un propriétaire qui est là, avec un data steward fonctionnel qui est là. Et en fait, on va repartir sur chaque élément. Si je prends l'élément technique qui est derrière, qui est une colonne, sur ma colonne, je peux aussi définir un propriétaire et un data steward, qui là seront techniques, et ici, ils seront métiers. Et sur un flux, je peux définir un propriétaire de flux, un data steward de flux, et sur un rapport, je peux définir quoi. Et c'est, pour moi, l'étape, quelque part, zéro de la data gouvernance dans un data catalogue, c'est on identifie le propriétaire, le data steward de la donnée, on identifie sa définition unifiée de l'entreprise, on définit éventuellement une classification. Ici, on est sur une classification interne, parce que c'est secret, public, et ainsi de suite. Ça, c'est la version 0 de la data gouvernance, en fait.
Et après, vous allez amener de la qualité, des référents métiers, des experts, de l'approche RGPD. Voilà, au fur et à mesure, on avance. Qu'est-ce qui va faire qu'on va faire l'un et pas l'autre, ou les deux? En fait, ce sont les cas d'usage que vous allez avoir derrière qui vont décider du périmètre que vous allez documenter dans le data catalogue. Si vous essayez d'implémenter un data catalogue avec tout, vous allez vous embourber et ça va prendre des plombes. En fait. Et moi, je le vois chez les clients où ça s'est le moins bien passé, c'est parce qu'ils n'avaient pas de cas d'usage et ils ont essayé de tout faire. Alors que là où ça se passe très bien, c'est on commence petit, on prend 2 cas d'usage, API, un rapport du COMEX, je sais pas, un algo. On le définit techniquement et fonctionnellement dans la plateforme. Et en fait, ça permet d'apprendre de ce premier cas d'usage, de définir ensuite de quel profil j'ai besoin pour implémenter de la data governance, de définir sa structure, de définir de la charge de manière totalement factuelle. En fait. Parce que le travers d'implémenter un data catalogue sans cas d'usage, c'est on va définir une théorie quelquefois qui est un peu usine à gaz, et quand il faut implémenter, ben, on frustre les gens. Donc, commencer petit, sur un périmètre clair, transverse, API, c'est un bon périmètre aussi, hein, et de là, découler ce dont vous avez besoin dans l'entreprise en termes de data governance. Et ensuite, un autre point qui facilite énormément, ben, c'est l'automatisation, en fait. C'est l'intégration, les connecteurs, qui évitent à tout à chacun de faire de l'activité qui est totalement valeur ajoutée zéro. Il n'y a aucune valeur ajoutée aujourd'hui de documenter l'entièreté d'une base Snowflake à la main. Ça n'apporte pas de valeur. Il faut prendre, et là, évidemment que je fais un peu la pub de l'outil, hein, mais on a du connecteur en ligne qui va aller, Snowflake, je suis dans le bon ordre, il est là, Snowflake, Azure, peu importe la technologie, qui directement à partir de la plateforme va aller scanner vos bases, rapatrier tout le métamodèle de vos bases et l'enrichir au quotidien, si vous voulez. On a la faculté de planifier directement à partir de l'outil, et tous les soirs, ou toutes les semaines, ou 2 fois par semaine, ça c'est vous qui le définissez, va mettre à jour l'aspect technique. Parce que, voilà, la valeur ajoutée, elle est dans la tête de l'humain qui va mettre en place un glossaire métier et un inventaire du reporting, et ainsi de suite. Parce que voilà, c'est de la connaissance opérationnelle, en fait. Il n'y a pas de connecteur qui va définir un terme métier. C'est pas possible. Ou alors, si vous connaissez, dites-le moi, parce que il y a du travail à faire, c'est inévitable. Donc, je reviens sur les API. Dans ma modélisation démo, vous voyez, j'ai redéfini tous les champs qui font partie de cette API, mais d'un point de vue fonctionnel. Je ne suis pas obligé. En fait, moi, je l'ai fait pour la démo. On pourrait très bien avoir uniquement une librairie avec le nom des API et on se repose sur la couche technique du JSON que j'ai chargé tout à l'heure pour comprendre tous les champs qui sont utilisés. Enfin, c'est des stratégies de modélisation. L'important, c'est plutôt de dire cette API, elle consomme, pour avoir de la valeur fonctionnelle, elle consomme ses termes métiers ou ses indicateurs ou ses informations. Okay? Parce que là, le métier va retrouver facilement ces petits, que si vous l'envoyez sur un schéma de JSON documenté, bon, ils ne vont pas forcément comprendre c'est quoi une réponse de 100. Okay? Donc ça, c'est un aspect important de modélisation et d'implémentation du data catalogue, c'est de toute l'énergie et le temps que vous allez passer à documenter doit servir à quelqu'un. En fait. Doit servir à quelqu'un et principalement au métier. L'IT, ils ont leur Swagger, le gars il va dans Swagger, il va comprendre exactement ce que l'API fait. Le métier, il ne le fera pas. Le métier, il a besoin qu'on lui serve une information qu'il peut digérer facilement. Et c'est là que le data catalogue aide fortement à démocratiser l'information et à aider les métiers à comprendre ces API et voire même à les enrichir. Hein. On a des fonctionnalités qui vont permettre de collaborer et l'utilisateur, il va pouvoir à un moment dire
moi, je veux créer une tâche parce que la définition que vous avez mise de l'API, elle n'est pas bonne. Donc, toi, data owner de l'API, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, remettre la définition à jour? Je te notifie qu'il y a un souci. La personne va reprendre l'information, va la traiter et va renvoyer une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette mécanique, elle se fait à travers la plateforme. Vous voyez, je reçois des notifications en tant que data owner qu'on m'a demandé quelque chose, j'y réponds, le demandeur reçoit une notification. Okay. Donc ça, c'est, je vais dire, l'état de l'art aujourd'hui. Et demain, en termes de vision, pour nous, l'idéal, c'est de s'intégrer complètement dans l'environnement digital de l'utilisateur. On a déjà une extension navigateur, mais demain, ce sera dans du Slack, dans du MS Teams, où on crée des canaux de communication et les utilisateurs reçoivent des notifications ou envoient des messages directement à partir de cet environnement. Parce que, il ne faut pas se leurrer, l'adoption d'un data catalogue au sein de l'entreprise, c'est quand même quelque chose qui est encore difficile. Personne n'attend Data Galaxy comme application supplémentaire dans une boîte, parce qu'ils se disent data catalogue, ça veut dire je vais devoir documenter, j'ai trop de boulot, j'ai pas envie de le faire. Okay. Donc, plus on va simplifier cette gestion, plus on va simplifier l'accès à l'information, plus on va avoir de l'adoption, en plus des messages d'acculturation de l'organisation que peut développer. C'est en cours de développement, ouais. Ça arrivera fin d'année. Teams et Slack et Jira, parce qu'on se rend compte que quand on va générer une tâche vers un data steward, s'il utilise un tableau de bord Jira, c'est peut-être plus facile qu'il reçoive directement cette tâche dans le tableau de bord Jira que de devoir repasser par l'applicatif. De toute façon, on gardera les deux, hein, mais oui. D'avoir un peu l'aperçu et donc identifier Oui. Donc là où on aide au pilotage du contenu du data catalogue en tant que responsable data gouvernance, mais voire même en tant que data owner d'un périmètre, de se dire on a une possibilité de tableau de bord avec des widgets, c'est-à-dire par exemple, moi, responsable data gouv, je vois que j'ai 95% des termes métiers qui sont définis. C'est pas trop mal. Mais par exemple, je pourrais avoir à côté, j'ai ma librairie d'API, il n'y a que 5% qui est, donc je peux repartir vers les bonnes personnes. Et donc ça permet de piloter de manière globale. Ça veut dire aussi sur le taux de remplissage de l'entièreté des attributs. On travaille aussi sur du purement quantitatif, hein, dire voilà, j'ai 5000 éléments dans mon tableau de bord. Après, quand je suis administrateur de la plateforme, je peux également aller un tout petit peu plus fin au niveau de l'individu et de savoir, l'individu Laurent, il a créé des objets, il a créé X objets, il a mis à jour X objets, il a supprimé X objets. Et donc, dans la fiche de poste, s'il y a un objectif de créer, je sais pas moi, 5000 termes métiers sur l'année, je peux traquer l'évolution. Parce que c'est un point important aussi. Quand on implémente un data catalogue, en fait, l'initiative, elle doit être globale et il faut une fiche de poste d'un data steward et d'un data owner. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement amener en plus du reste. Ils ne le feront pas, ça fonctionnera pas. Okay. Donc, s'il y a une fiche de poste, il y a des objectifs et ces objectifs, on doit pouvoir les suivre. Mais c'est que l'administrateur fonctionnel, parce que comme c'est quand même une donnée un petit peu sensible et personnelle, on n'ouvre pas à l'entièreté des utilisateurs. Mais oui, on travaille sur ce cockpit. On a un cockpit. Et alors, à terme, quand je dis à terme, c'est plutôt au courant 2023, on arrivera sur une approche, vous avez votre outil de BI et vous allez pouvoir connecter votre outil de BI sur Data Galaxy et aussi créer vos propres tableaux de bord. En fait. Ouais, ça arrivera à terme. Parce que c'est une demande assez récurrente. D'autres questions? Allez-y. Vous êtes nombreux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, qu'il y en a une qui a une question.
Quand vous avez documenté une API, Oui. est-ce qu'il y a un moyen de directif pour générer une autre ou Waddle ou une direct qui représente la DSP Non. Non. Aujourd'hui, on n'a pas vocation. Nous, on a plutôt vocation à documenter et montrer, mais pas derrière régénérer les modèles, les fichiers. Non. C'est la même chose sur les bases. En fait, on ne va pas repousser des schémas documentés dans Data Galaxy sur les bases. En fait. Et c'est là le positionnement du Data Catalog qui est plutôt, je ne sais plus avec qui j'en parlais ce matin, nous on est plutôt le bibliothécaire qui va montrer l'étendue de la donnée qui est disponible, mais pas aller changer quelque chose dans un livre en fait. Donc ça c'est notre approche, parce que dans Data Galaxy, on ne fait que de la métadonnée. En fait. On ne veut pas voir la donnée, on ne veut pas pouvoir la profiler, on ne veut pas faire de qualité. D'autres le font beaucoup mieux que nous. Mais par contre, on va exposer l'information. Si on prend l'exemple de la qualité, avec les API, on va exposer l'information dans Data Galaxy. On va aller récupérer les résultats des contrôles, et on va venir le positionner sur un terme métier, sur un dataset, dire ben voilà l'évolution de la règle de qualité métier qui a été définie, bien métier, hein, pas technique, métier, qui a été définie avec les dimensions concatenure, et voilà le résultat. Après, ça veut dire que les métiers ils peuvent définir leurs règles, et la personne en charge de la plateforme de contrôle en elle-même va convertir ça en code, peu importe, SQL ou autre chose, qui va aller voir tel champ doit être égal à ça, et ainsi de suite. Okay. Est-ce que c'est l'application à l'instant, c'est plus justement l'application développeur? C'est bien pour ça l'interaction aussi. Alors, ça pourrait. On a certains clients qui ont pris la démarche inverse de data cataloging, c'est-à-dire ils documentent les besoins dans Data Galaxy, les développeurs viennent lire le besoin, développent et remettent à disposition ce qui a été développé. C'est une stratégie. Elle est assez rare. La majorité des clients cherchent plutôt à exposer l'information existante dans les systèmes, mais on a quelques clients qui utilisent ça comme plateforme de développement, en tout cas de spécification des besoins de développement. Et on travaille pour l'instant avec un grand groupe bancaire où justement ils ont dans Data Galaxy différents environnements de travail qui reflètent leur cycle de développement. Dev, test, pré-prod et prod. Et donc, dans le dev, ils vont définir tous les éléments dont ils ont besoin. Les devs vont les implémenter et remettront à jour dans un autre environnement qui a été effectivement implémenté. Donc, on peut avoir ce cycle de vie de la donnée dans Data Galaxy. Par contre, la finalité du Data Catalog, pour moi, elle est toujours d'exposer l'existant au sein de l'entreprise. Et pas la théorie, parce qu'entre un document spécifié et ce qui est exactement implémenté, voilà. Et après, quand on a des problèmes opérationnels de qualité et ainsi de suite, on ne peut se reposer que sur l'existant. C'est l'existant, le flux, la transformation qui doit être accessible. Pas ce qu'on avait pensé faire il y a un an. Mais c'est une stratégie qui pourrait être implémentée. Voilà. Est-ce qu'il y a des customisations? Là, je l'espère, parce que je c'est pas modifier légèrement de telle manière que ce soit à pétition qui soit votée. Parce que vous ne trouvez pas que mon moteur de recherche, il est appétissant. Il est simple, on tape quelque chose et on a le résultat. Alors, cette demande, elle est pour moi pas légitime, mais je la comprends. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que nous, on pense que l'interface, elle est déjà suffisamment simple, on va dire, que pour customiser. Et quand on me demande ça, je dis, utilisez-la d'abord comme ça, faites vos preuves, gagnez en maturité, et quand vous aurez bien compris l'utilisation d'un catalogue, les besoins, et ainsi de suite, on en reparlera. Par contre, autre point, excusez-moi de vous interrompre quelques secondes,
Un fichier objet avec les contenus ici est entièrement customisable. D'accord? Moi, j'ai pris, bon, évidemment, c'est un environnement de démo qui est riche, mais vous pourriez très bien supprimer tous les éléments et en recréer qui vous convient, des attributs, et venir les positionner comme vous voulez. En fait, ça, pour nous, on laisse la flexibilité totale au client. Mais il y a des métamodèles et des écrans qu'on ne veut pas permettre de customiser. Okay? Mais tout ce qui est là, vous pouvez créer autant de champs que vous voulez et les positionner comme vous voulez sur l'interface. Ça, c'est totalement, totalement ouvert. Je dis ça parce que je suis confronté plusieurs fois à la série et il suffit juste d'une étiquette en anglais et bien en ouais, mais bon, on peut customiser tous ces écrans et après, en fait, encore une fois, pour l'utilisateur métier, commun dans l'entreprise, la personne qui recherche une fois de temps en temps, ben, il ne faut même pas lui donner accès à la plateforme. En fait. Il utilise l'extension du navigateur, il fait sa recherche, il trouve la définition ou le data steward, il est content, ça fait le job. En fait. C'est là que je disais qu'il faut être pragmatique dans la démarche. En fait. Parce que même si, bon, moi je suis biaisé, ça fait 3 ans que j'utilise, donc pour moi elle est parfaite la plateforme, mais un nouvel utilisateur, quand je l'accompagne, il me dit c'est compliqué. Et c'est compliqué parce qu'il n'a pas une culture data, parce qu'il ne comprend pas le métamodèle, il ne sait pas ce que c'est qu'un terme métier, un indicateur, une colonne, une table. Voilà. Donc, plus on est simple, plus il peut récupérer l'information en quelques clics, mieux c'est. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir ces différents artefacts. Et puis, demain, un canal Slack où il pourra poser une question dans le canal avec l'intelligence artificielle qu'on est aussi en train de développer, bah, potentiellement, il aura une réponse de définition d'un terme métier dans le canal Slack et il ne sait pas que derrière, il y a un data catalogue. En fait. Voilà. Oui. Vous interfacez les services de data. Alors. Pour nous, la démarche, elle est... la démarche, elle va être, donc OpenAPI, anciennement Swagger, on ne va pas aller se connecter directement sur le Swagger, on va récupérer le JSON schema, et après, notre connecteur, il va le lire et il va l'intégrer. Donc, non, on n'a pas cette connexion directe. Et après, c'est exactement la même chose pour tous les autres. Dans la stratégie de connectique et d'interconnectivité avec les sources, nous, on fournit des connecteurs. Là où il n'y a pas des connecteurs, ben, on utilise les API. Et là où il n'y a pas des API, on revient à la mode préhistorique, on fait une extraction au fichier plat et on recharge dans Data Galaxy. Donc, on a toujours les moyens de documenter le contenu du data catalogue, quelle que soit la stratégie d'industrialisation. Évidemment, le connecteur, c'est beaucoup plus simple parce que ça se fait en temps réel. L'API, à peu près aussi. Le fichier plat, bon, ben là, il y a un travail manuel derrière. D'autres questions? Attends, parce que avec la... Oui, il y a toujours des questions désagréables. Alors, aujourd'hui, la question, elle est, est-ce qu'on peut partir, par exemple, du code SQL d'un ETL et reconstituer un lignage de la donnée éventuellement? Aujourd'hui, on ne le fait pas. Okay. On a des concurrents qui le font, et ils le font très bien. C'est quelque chose qui va aussi arriver dans notre roadmap technologique. On va pouvoir parser ce code SQL, générer les flux et les redocumenter automatiquement dans Data Galaxy. Pourquoi ce n'est pas encore présent? Parce que, comme je vous ai dit au début de la présentation, on a une vision d'abord métier du data catalogue. En fait. Et là, ça avait moins d'importance. Par contre, on se rend compte que c'est quand même nécessaire parce qu'il faut documenter la couche technique de flux et de dictionnaire. Et ce genre de fonctionnalité est nécessaire. Et oui, elle arrivera
elle arrivera à peine côté Data Galaxy. Donc aujourd'hui, on a l'intégration Informatica, Talend, SSIS et ETIP. Est-ce qu'on va aller plus loin? Ça dépend de notre base client et des besoins clients. Aujourd'hui, on ne développe rien si on n'a pas un besoin derrière. Parce que sinon, on pourrait partir dans 1 million de directions. Donc, ce que vous voyez en termes de connecteurs, évidemment, il y en a qui font partie des acteurs majeurs du marché, donc il faut absolument les développer. Et puis, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus intimiste et on verra avec le client si on doit le développer. Et si même un client en a besoin, on ne va pas forcément le développer. On a des API derrière qui peuvent faire le boulot. Mais après, si on a plusieurs clients qui nous le demandent, on peut éventuellement développer. D'autres questions ou pas? Non? Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand juste à la sortie à gauche si vous voulez, voilà, si vous avez d'autres questions, une démo sur une fonctionnalité particulière. Merci.